bien qu'à l'université de Lisbonne, le jaune c'était la couleur de médecine. Hein? Je crois que c'est un bon signal. Je voulais évidemment saluer mes voisins de table, avec un mot spécial pour monsieur le doyen, et évidemment tout l'honneur de la présence de monsieur Valdouriens, et dans la salle, je voudrais saluer la représentante, madame la maire d'Aix, les élus, un mot particulier de la présence de madame Edward Kustor, qui est un appui fondamental dans cette dimension de l'action de l'ambassade, et mon cher collègue et ami, le consul général à Marseille, qui a été instrumental, comme on dit en anglais, je ne sais pas si on peut le dire en français, pour l'aboutissement de ce projet. Mais je voulais saluer aussi, très spécialement, le fait qu'ils sont ici dans la salle des représentants de l'Université de Naples, de Boa, et de l'Université brésilienne et portugaise, parce que ça nous fait revenir immédiatement au concept de l'osophonie et à l'espace lusophone, qui est, je crois, tout le monde est sciant, qui est l'élément fondamental de l'attractivité de la langue. C'est là le grand défi, comme M. le doyen a dit, ce que les Anglais appellent l'awareness de la langue portugaise, l'avoir conscience d'eux, et c'est ça, je crois, vraiment le grand défi. Je viens de faire presque 5 ans comme ambassadeur en Chine, et là-bas, il y a 8 ans, il y avait 6 universités où il y avait l'enseignement du portugais, et en décembre, il y avait 36. C'est, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est pas seulement par le soudain amour pour la poésie médiévale portugaise ou pour la lyrique des chansons brésiliennes, c'est parce que il y a des intérêts économiques au Brésil, aux pays africains et au Portugal même. Je crois que c'est le message qui est le plus important. C'est que de faire comprendre à des Français, et pas nécessairement de descendants de Portugais, mais à des Français, qu'il y a un intérêt à apprendre cette langue, qu'il y a un marché, et je suis très content des idées que je ne connaissais pas vraiment, de travailler dans ce défi du tourisme patrimonial et du tourisme d'affaires. Tout ça, ce sont des tactiques pour arriver à l'amélioration de l'attractivité de la langue. Je ne veux pas trop prolonger mon intervention. On a eu une espèce de division de travail où il y a des gens qui feront l'éloge et l'explication de la présence du professeur, comme les autorités ont parlé plutôt du côté du processus d'ouverture de la chaire, comme mon cher collègue président de Camoy a aussi parlé surtout de la perspective de la langue portugaise. En tant qu'ambassadeur du Portugal en France, je voudrais surtout souligner comment ces événements sont aussi importants pour la relation entre le Portugal et la France, la relation bilatérale. C'est là mon rôle, disons. Je voudrais simplement souligner que les relations entre deux pays, c'est une espèce de tabouret avec 3 jambes. Il y a la jambe politique, il y a des choses comme ce qu'on pense tous les deux en politique extérieure, en sécurité, en défense. Il y a une jambe économique qui a à voir avec donc les investissements, les touristiques, les entreprises. Et il y a une jambe très importante de ce tabouret qui est la jambe culturelle, de la langue, de la recherche scientifique. Et pour qu'une relation soit vraiment pleine de santé, il faut que ce tabouret ait les 3 jambes plus ou moins de la même dimension.
Et c'est pour ça que le tabouret sera équilibré, disons. Et je trouve que cette chaire d'Édouard Lorenz, ici à Aix, à l'Université Aix-Marseille, contribue pour l'équilibre général de la relation, justement parce qu'ils nous obligent à veiller pour que cette dimension culturelle de la langue, au futur aussi scientifique, avec un rapport avec l'enseignement du portugais, et ça, c'est une chose que je trouve que c'est important de souligner. Pour terminer, on a eu aussi à Paris, il y a quelques jours, c'était pas le 5 mai, qui est le jour de la langue portugaise et de la culture du pays, de la communauté de langue portugaise, puisque c'était un samedi, mais on a eu à Paris la veille, et il y avait un petit programme musical qu'on a, sur l'événement, c'était à l'ambassade du Brésil, on a eu un petit événement musical où il y avait un instrumentiste angolais d'un instrument qui s'appelle le kissinge. Il y avait un groupe où il y avait des Portugais, des Français, des Italiens de Cantalenja, qui est un chant choral de la province de l'Alentejo, qui est d'ailleurs patrimoine de l'UNESCO. Et il y avait un duo de bossa nova où il y avait un Brésilien et une Française. Et je termine en disant que à la fin de cet événement pour célébrer cette date, il y a une espèce de, comme on voit à la fin d'un concert de bénéficence de rock comme il y a eu, il y a le chanteur, instrumentiste angolais qui chantait en même temps que le duo de bossa nova avec un choral de Cantalenja à la fin. Et pour moi, c'était bien l'expression de l'attractivité de la lusophonie. Merci beaucoup. Nous vous remercions, Monsieur l'ambassadeur, pour ces paroles auxquelles nous adhérons pleinement. C'est tout à fait la manière dont nous pensons aussi la lusophonie. Et nous souhaitons inviter maintenant Monsieur le secrétaire d'État, José Luís Carneiro. Bom dia a todas e a todos. Eu sou o professor Eduardo Lourenço. Muito obrigado por todo o contributo que nos tem dado. Monsieur le doyen de la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d'Aix-Marseille Université, Madame la directrice du département d'études portugaises et luso-brésiliennes, Monsieur l'ambassadeur du Portugal, Jorge Torres Pereira, et notre consul général Pedro Marinho da Costa, Monsieur le député à l'Assemblée de la République portugaise, Paulo Pisco, Monsieur le président de Camões Institut de la coopération de la langue et du développement, embaixador Luís Faro Ramos, Mesdames l'adjointe de la maire d'Aix-en-Provence, représentante de la maire, Chanté, Mesdames e Messieurs, caros professores e alunos, minhas senhoras e meus senhores. C'est un grand honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans cette belle université pour inaugurer la chaire Édouard Lourenço et participer à cet hommage académique qui lui est rendu. Si vous me le permettez, je vais profiter de la possibilité que m'offre le département d'études portugaises et luso-brésiliennes. Mes remerciements à sa directrice, le professeur Adriana Florin, et m'exprimer en portugais, langue maternelle du professeur Édouard Lourenço, dans laquelle il nous a présenté la plupart de ses pensées et de son œuvre. Une langue à vocation globale, de coopération et de paix, qui est parlée par plus de 160 millions de personnes. Senhor professor, é com profunda emoção
que participe na inauguração de mais uma cátedra de que é patrono e nesta que é também uma homenagem à obra e à dimensão humana de um grande pensador e escritor de ideias. Sei que esta cátedra tem uma importância especial pelo facto de o professor ter feito a maior parte da sua carreira universitária no sul de França, aqui ao lado, em Nice. Também para mim este é um momento especial, depois de ontem ter participado numa homenagem aos soldados portugueses que lutaram em França durante a Primeira Guerra Mundial, testemunhando o contributo que os portugueses têm dado ao longo da história para forjar os fortes laços de amizade entre os povos português e francês. Tenho hoje, por isso, a honra de participar nesta homenagem ao professor que foi, durante longos anos, um dos mais ilustres e reconhecidos representantes da comunidade portuguesa em França. Por escassez de tempo, não me será possível deixar um testemunho tão completo como desejaria do contributo da obra do professor Eduardo Lourenço para a visibilidade da cultura portuguesa, não só em França, mas em todo o mundo. Trata-se de um contributo para a humanidade. Permitam-me, por isso, que possa destacar 3 ideias mestras do seu pensamento que considero mais emblemáticas. A primeira decorre da sua reflexão sobre o que significa ser português, que fez de Eduardo Lourenço um dos maiores intérpretes da identidade portuguesa. O título de um dos seus trabalhos mais conhecidos, O Labirinto da Saudade, psicanálise mítica do destino português, cuja primeira publicação completa este ano 40 anos, é talvez o melhor exemplo dessa profunda reflexão que tem permitido às últimas gerações de portugueses olharem-se ao espelho da história e da alma do nosso país, dando-lhe um sentido. O legado da sua obra é, a este propósito, precioso para a identidade nacional. Porque se cada um de nós sabe quem é porque tem memória das suas próprias experiências pessoais, coletivamente só sabemos quem somos quando somos capazes de apreender o significado das experiências coletivas daqueles que nos precederam. E não são muitos aqueles que têm a capacidade e o dom de deixar testemunho desse ser-se quem somos, como o professor tem vindo a fazer ao longo da sua vida e da sua carreira académica. Este seu contributo conduz-me à segunda ideia, já aqui desenvolvida pelo Sr. Presidente do Instituto Camões, que gostaria de sublinhar. Ser português é ser inevitavelmente lusófono, ou, nas palavras do poeta Fernando Pessoa, no seu livro do Desassossego, a minha pátria é a língua portuguesa, e é por ela que vejo o mar. Não é por acaso que o professor Eduardo Lourenço, que se distingue também como um dos grandes conhecedores da obra de Pessoa, é um dos pensadores maiores da lusofonia. Possivelmente não poderia ser de outra forma. Isto porque me parece difícil, se não mesmo impossível, pensar sobre Portugal sem pensar nesse universo maior e mais rico que é a lusofonia. O ano em que o professor passou na regência da cadeira de Filosofia na Universidade da Bahia terá seguramente contribuído para consubstanciar esta reflexão, que não se fica pelo Brasil, como o seu impressionante livro do colonialismo como nosso impensado revela magistral e provocatoriamente. Finalmente, quero também aqui realçar o alcance internacional da sua obra e a importância dos seus trabalhos para a reflexão sobre o que é ser europeu. A riqueza da obra do professor Eduardo Lourenço não beneficia apenas portugueses e lusófonos. A sua obra é uma referência no pensamento sobre a herança coletiva da Europa e sobre o próprio significado dessa herança, não apenas para o futuro do nosso continente, mas também para o próprio futuro do mundo. Em A Europa Desencantada, para uma mitologia europeia, encontramos os ensinamentos de um europeu convicto na existência de uma cultura de diálogo e de uma sociedade de valores partilhados capazes de tornar a Europa um lugar de paz, de liberdade e de justiça. Hoje, talvez de forma mais urgente do que no passado,
Precisamos de recordar coletivamente o que é ser verdadeiramente europeu, mantendo cada qual a sua identidade, para que o desencanto não destrua a esperança e o sonho numa Europa pacífica, próspera, coesa e cosmopolita, com valores para o mundo. Numa altura em que os populismos e os extremismos graçam em todo o mundo, sem poupar a nossa Europa, não posso deixar de destacar a centralidade de reflexões do professor Eduardo Lourenço para o nosso desígnio coletivo de construção de uma Europa livre, segura, próspera e solidária. Uma Europa de todos e para todos. Desígnio hoje materializado na União Europeia. Obrigado, professor Eduardo Lourenço, por nos recordar sempre, com o seu exemplo de vida, com o seu pensamento e com o que apelidou de seu eterno enamoramento e infinita curiosidade por tudo, a nossa responsabilidade na defesa dos nossos valores comuns por um mundo mais justo, mais livre e mais solidário. Muito obrigado pela vossa atenção. Bonjour à tous. Bonjour, professeur Eduardo Lourenço, monsieur le secrétaire d'État, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de l'Institut Camões, madame la représentante du maire, monsieur le doyen. Je vous remercie beaucoup du discours qui vient d'être prononcé et qui va être en rapport avec la présentation que je vais faire maintenant. Donc, je vais faire une petite présentation avec l'aide des étudiants. Je demande aux étudiants de venir, qui doivent parler, de se mettre dans le couloir, là, s'il vous plaît. D'accord ? Donc, nous allons faire une présentation, et je vous préviens tout de suite que c'est à la brésilienne, c'est-à-dire pas formelle du tout, avec des photos du site du professeur Eduardo Lourenço. Ce sont des photos qui sont très intéressante avec toutes les périodes de la vie, et une photo que notre collègue Amanda Manguito a aussi montrée et qui, je pense, va faire plaisir à Eduardo Lourenço. Donc voilà, je vais me mettre là-bas parce que je dois coordonner les étudiants qui vont donc lire des extraits des œuvres en français et en portugais. Donc je me place là-bas parce que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais donc parler en français. Moi, je serai la seule à vous parler en français, mais les citations vont être dans les deux langues. Quand nous avons entrepris de fonder cette chaire avec l'aide de l'Institut Camões, nous avons dû chercher un parrain pour cette chaire, un padrino et un patrono pour cette cátedra. Et donc, nous nous sommes demandé quel parrain pouvait nous donner à la fois un cap à travers des bases théoriques solides, nous aider à dessiner le contour de nos champs de recherche en laissant entrevoir, par la seule mention de son nom, notre ambition d'embrasser le monde lusophone dans toute sa diversité, et enfin, de façon plus terre à terre, garantir notre visibilité au Portugal et dans les pays lusophones,
mais aussi en France. Pour notre plus grande chance et pour le bonheur de tous ceux qui ont pu lui être présentés, le grand philosophe Eduardo Lourenço a longtemps été notre voisin, foi nosso vizinho, pour avoir habité en Provence, et plus exactement à Vence, pendant près de 40 ans. Nous découvrons alors que si en Italie, des professeurs de Bologne ont depuis 2007 fondé une très dynamique chère Eduardo Lourenço, en France, on était les premiers. Il n'y a pas eu de problème. Donc, il ne nous restait plus qu'à puiser dans son œuvre et dans sa biographie, toutes les deux si riches et si diverses, pour y trouver les pistes de recherche qui pourront nous guider dans nos projets. Et donc, on va commencer, bien sûr. Voilà. Donc, nous avons la chance, encore une fois avec nous, que le professeur Eduardo Lourenço est né le 29 mai 1923 à São Pedro do Rio Seco, et donc au cœur même du Portugal. Ce qui pour nous était l'idéal, parce que c'est comme s'il réunissait le Portugal du Sud, le Portugal du Nord, tous les Portugais, le Portugal à la fois, et au cœur même du Portugal. Très bien. Par ailleurs, donc, nous avons également trouvé cet extrait dans le journal du Lettres et puis dans un livre qui vient d'être publié à propos de textes et parts que vous avez écrit au Brésil. Nous avons trouvé ces deux citations. Alors, vas-y, c'est toi qui commence. Como é que homem nascido em São Pedro do Rio Seco pode ser outra coisa que não é português? Comment est-ce qu'un homme né à São Pedro do Rio Seco peut-il être autre chose que portugais? Se tivesse de nomear o mestre da vida secreta, aquela única voz que sem palavras me ensinou o que homens e livros nunca puderam apagar nem ampliar, sem hesitação, eu desenharia o primeiro companheiro da minha infância solitária e triste, o vento. Mas o que a minha alma nele aprendeu, ou o que essa voz poderosa aí tem escrito, evoluiu com o passar dos anos. Vinha por sobre a aberta fronteira para me dar uma pátria num tempo e num espaço que jamais serão meus. Mas eis que de súbito, o amado imortal, passando por cima dos mares e das montanhas, abre à minha volta as suas asas de silêncio, e num segundo volto com ele à aldeia parada de granito solto e pobreza unida, onde pela primeira vez eu me encontrei comigo ao encontrar-me com ele. A sua voz ainda tem a dimensão do mundo. Si je devais nommer le maître de ma vie secrète, l'unique voix qui sans parole m'a appris ce que les hommes et les livres ne purent jamais effacer ou rendre plus grand, sans hésiter, je désignerai le premier compagnon de mon enfance solitaire et triste, le vent. Mais ce que mon âme a appris en lui, ou ce que cette voix puissante y a inscrit, a évolué avec les années. Il venait par-delà la frontière ouverte pour me donner une patrie dans un temps et un espace qui ne seront jamais les miens. Mais voilà que soudain l'aimé immortel, passant au-delà des mers et des monts, ouvre autour de moi ses ailes de silence. Et, en une seconde, je retourne avec lui au village immobile de granit éparse et de pauvreté unie, où pour la première fois en le rencontrant, j'allais à la rencontre de moi-même. Sa voix garde encore la dimension du monde. Donc, pour un amoureux du vent, on était rassurés, on a le Mistral. Donc, on a dans le paysage provençal les mêmes configurations de pays secs d'où vous venez. Donc, tout va bien. Nous sommes dans un paysage qui peut vous convenir. Ensuite, donc, vous voyez le début de votre carrière ici, après des études secondaires dans le collège militaire de Guadeloupe, et la première thèse de philosophie. Donc, en apprenant les débuts de la carrière universitaire d'Eduardo Lourenço, surtout le titre de sa thèse, les historiens et surtout les littéraires de notre chère
on commençait à avoir des inquiétudes parce que l'idéalisme absolu de Hegel ou le secret de la dialectique, ça nous paraissait un peu en dehors de nos compétences. Dieu merci, en même temps, nous voyons que c'est à ce moment-là qu'il a connu les plus grands écrivains de son époque, les néo-réalistes, et nous savons très bien qu'il a écrit également abondamment sur la littérature, ce qui nous a rassurés un peu. D'autre part, et ça c'est quelque chose sur laquelle je comptais depuis les débuts, nous voyons dès apparaître ici dès les débuts le sens de l'humour de monsieur le professeur qui ne s'est jamais démenti. Donc vous avez une caricature faite par lui-même à cette époque-là. Ensuite, ce qui nous est encore plus précieux, c'est que monsieur le professeur, donc, il s'est rendu ici à l'université de Bordeaux en 1949. Ça a été la première fois qu'il est venu en France. Et vous voyez ici sa première carte du séjour. Et Dieu merci, elle a été renouvelée abondamment. Donc voilà. Et c'est là, à Bordeaux, qu'il va faire connaissance d'Annie Salomon, qui était donc étudiante à l'Institut hispanique de la même université. Puis il va partir en Allemagne en tant que lecteur à Hambourg, puis à Heidelberg. Et en 1954, son union avec la France va être consacrée, puisqu'il va se marier en Bretagne avec Annie Salomon, qui va aussi, et ça c'est vraiment une chance, devenir sa traductrice de son œuvre en français et une très grande traductrice à la hauteur de la pensée d'Edouard Joris. Donc c'est vraiment une chance pour nous que ça se soit passé comme ça. En 1955, donc, il devient lecteur à l'université de Montpellier. Et là, ici même, c'est peut-être l'une des premières fois où il est venu ici à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence, il a eu l'occasion d'assister à une conférence de Martin Heidegger. Donc j'ai retrouvé ces documents d'archives. Il y a la photo de Martin Heidegger donc, dans un amphithéâtre ici de l'université. Accessoirement, on voit que vous avez très bien appris à jouer à la pétanque aussi, ce qui était essentiel pour votre intégration en Provence. Donc tout y est. Vous le voyez ici avec sa femme, avec des amis, en train de jouer à la pétanque, peut-être pour la première fois. Je ne sais pas si c'est une photo historique, mais sans doute. Et puis, en 1958, et ça c'est encore une chance pour nous, puisque nous allons aussi travailler beaucoup sur le Brésil, vous êtes allé donc à Bahia en tant que professeur invité de la chaire de philosophie de l'Université fédérale. Et là encore, vous avez eu non seulement un rôle déterminant dans la fondation de cette université qui venait de naître, dans cette chaire de philosophie. Et il y a des textes où vous réfléchissez justement sur l'enseignement au Brésil de la philosophie. Mais en plus, là, encore une fois, vous avez fait connaissance des plus grands écrivains de l'époque, en particulier Jorge Amado, bien sûr, que vous avez connu. Vous avez pu rencontrer aussi d'autres Portugais qui, dans ces époques troublées et dans la courte période de démocratie que nous avons traversée, à ce moment-là, étaient bien accueillis au Brésil. Donc, on voit ici Agostinho Silva et vous dans une churrascaria à Florianópolis. Donc, à chaque fois que vous arrivez dans un pays, vous sentez très immédiatement, c'est très bien. Et surtout, par un hasard de circonstances, vous avez été invité au mariage du grand cinéaste Glauber Rocha, et donc vous avez aussi intégré le milieu artistique brésilien. Partout où vous allez, vous faites des amis. Je pense que vous portez chance aux gens que vous rencontrez, parce que souvent ils vous rencontrent, ils ne sont pas encore célèbres, et ensuite ils vont devenir célèbres. Tous ceux que vous avez rencontrés, c'est comme si vous l'aviez béni, c'est des bénédictions que vous avez sur lui, et voilà, Glauber Rocha, qui était absolument connu à l'époque, qui était tout jeune, et qui va devenir donc un grand cinéaste. Alors, à propos du Brésil, justement, donc là on le voit dans la fête de Nossa Senhora do Bonfim, avec un chapeau typiquement de Bahia, vous voyez. Il y a aussi des citations sur le Brésil
dans un article de revue qui montre bien quel a été le rôle que le Brésil aussi a pu jouer, cette expérience brésilienne a pu jouer dans vos réflexions. Alors, vas-y. Foi aqui, no Brasil, que paradoxalmente comecei a interessar-me por este tema do Império, da colonização, e no fundo foi aqui que nasceu a ideia de que não se podia ter uma leitura da história portuguesa, da cultura portuguesa, sem conhecer esta outra parte do que tinha sido o Império Português. Em última análise, portanto, tudo o arrière-plan do labirinto da saudade tem a ver com a minha estadia na Bahia. C'est ici au Brésil que paradoxalement j'ai commencé à m'intéresser à la thématique de l'Empire et de la colonisation portugaise. Et au fond, c'est ici qu'est née l'idée qu'on ne peut avoir une lecture de l'histoire et de la culture portugaise sans connaître cette autre partie de ce qu'avait été l'Empire portugais. Tout compte fait, on peut donc dire que tout l'arrière-plan de labyrinthe de la saudade est lié à mon séjour à Bahia. E agora, maintenant, uma reflexão sobre o Brasil. Vas-y. É como são os brasileiros que alguns portugueses atravessam a meditar com paixão sobre uma realidade cultural, cujo sucesso ou fracasso jamais os pode deixar indiferentes. Uma comunidade linguística não é um casaco que possa esquecer-se em qualquer canto. É uma pele comum, queimada aqui e ali por sóis diferentes. Superior a portugueses e brasileiros, nela moramos e vivemos. Através dela, alcançamos uma mútua presença, um perfil comum em face dos outros. Obrigado. C'est en tant que semi-brésilien que certains Portugais osent exprimer leur méditation passionnée sur une réalité culturelle dont la réussite ou l'échec ne peut jamais les laisser indifférents. Une communauté linguistique n'est pas une veste qu'on peut oublier dans un coin. C'est une peau commune brûlée ici et là par différents soleils. Supérieure aux Portugais et aux Brésiliens, c'est en elle que nous habitons et que nous vivons. À travers elle, nous pouvons atteindre notre présence mutuelle et notre profil commun face à autrui. Et donc, nous voyons une autre image de la langue portugaise, en paraphrasant Fernando Pessoa, là, on peut dire maintenant « ma peau est la langue portugaise ». Et donc, cette image de la peau est vraiment une très très belle image. De retour en France, il va être cette fois-ci invité par le gouvernement français. Il va devenir lecteur, donc lecteur de langue et de culture portugaise à l'université de Grenoble, mais cette fois-ci à travers le gouvernement français. Et ensuite, il va devenir, à partir de 1965, il est nommé maître assistant à l'université de Nice, où Habib Fadia aussi enseigne. Et à partir de 1984, donc, vous allez vous installer dans cette villa magnifique à Vence. Ici, vous voyez que monsieur le professeur, toujours en train de s'intégrer, danse le flamenco avec ses étudiants niçois. Et cette photo du flamenco, on la doit à Amanda Bandi qui s'y présente, qui a gardé les souvenirs de monsieur le professeur pour la partie niçoise, donc pour l'université de Nice. Et donc, vous voyez ici, au Jornal de Letras, beirão na Provença. Donc, voilà, Eduardo Lourenço, qui est devenu, à la fois, il conserve, bien sûr, vous conservez votre représentativité par rapport au Portugal, mais vous devenez aussi officiellement, je dirais, en provençal, avec une maison en Provence. Chers collègues conférenciers des 16 universités ici représentées, universités portugaises, nous avons 6 universités portugaises représentées, 5 universités brésiliennes, une université indienne, l'université de Goa, l'université de Naples à travers nos confrères de la cathédrale de Camões de Naples, et le département lusiste, notre voisin de l'université de Nice, dans laquelle le professeur Eduardo Lourenço a très longtemps exercé.
chers invités, étudiants et anciens étudiants, à tous, bienvenue. Alors, il m'a été attribué la mission impossible de vous présenter en quelques minutes un demi-siècle d'histoire de l'enseignement de la langue et des cultures de langue portugaise à l'université d'Aix-Marseille, ex-Université de Provence pour nos anciens étudiants. Et qui correspond aussi, ce demi-siècle, qui correspond très exactement à l'année près, aussi au demi-siècle d'activité de l'Instituto Camões et de ses ancêtres, l'ICALP et autres, au sein de notre université. La relation entre ces deux institutions ne se résume pas à une collaboration. Elles sont les deux piliers qui justifient l'existence d'une discipline introduite dans les années 1950 en France comme option de la licence d'espagnol, puis comme diplôme autonome, licence puis master à partir des années 1970. Notre université a pleinement parié sur son développement en permettant la création d'un département autonome d'études portugaises et brésiliennes, c'est son nom, à l'époque les études africaines n'existaient pas encore, et ce département a été créé à la fin des années 70. Et c'était un pari de notre université parce que dans beaucoup d'universités françaises, y compris sans doute la plus connue, la Sorbonne, le portugais n'existe qu'à titre de section. Alors, cette possibilité d'avoir un département autonome nous a été fournie par l'appui et l'arrivée d'un lecteur de l'Institut, de l'ancêtre de l'Institut Camões, mais aussi de deux lecteurs brésiliens dits lecteurs historiques. Ce qu'on appelait un lecteur historique, ce sont des lecteurs qui ont vu leur contrat pérennisé par les universités, qui sont pour certains, qui ont fait pour certains l'ensemble de leur carrière ensuite comme lecteurs à l'université. Et dans les années, alors tout ça a permis la création donc du département. Et dans les années, je reviens un petit peu, je passe un peu sur le temps, je reviens aux années 80, je pars sur les années 80, à l'époque où je finissais mes études et où je m'apprêtais à commencer mes fonctions d'enseignante à l'Université de Provence, alors l'Université de Provence, mon professeur à la Sorbonne, le grammairien Paul Tessier, que vous connaissez tous sans doute, nous répétait constamment que devenir enseignant de portugais en France était une activité de missionnaire en terre païenne. À l'époque, j'étais jeune, j'ai naïvement cru qu'il faisait de l'humour. Mais il avait raison. Et tous les enseignants et anciens étudiants de notre département ici présents, aujourd'hui enseignants dans notre région, déploient ou ont été obligés de déployer, je parle au passé parce que certains ont déjà pris leur retraite, ils ont déployé une énergie de missionnaire. On ne peut pas être professeur de portugais en France en général et dans notre région en particulier si on n'est pas avant tout un militant convaincu et je dirais convaincant. Et le plus difficile, c'est le convaincant. Un modèle de ténacité, un modèle de solidarité, comme le soulignait hier notre vice-doyenne à propos de notre équipe pédagogique. Il est surtout nécessaire de devenir le maillon d'une chaîne solide sur laquelle il est possible de s'appuyer. À l'heure, et je parle d'aujourd'hui, à l'heure où la plupart des départements et des diplômes de portugais de France ont disparu, ou sont en train de faire naufrage, et ça n'est pas un phénomène lié au portugais, c'est un phénomène général pour beaucoup de langues enseignées en France à l'heure actuelle. Les départements et les sections de portugais qui restent actifs sont ceux qui ont eu le privilège de pouvoir compter sur une chaîne appelée Instituto Camões. Alors, je vais évoquer ce que l'Instituto Camões nous a apporté ici, à l'Université d'Aix-Marseille, mais avant, je voudrais préciser qu'avant les divers apports dont nous avons bénéficié au long de ces dernières décennies, l'essentiel pour nous, et ce qui a le plus soutenu les deux générations d'étudiants et les multiples générations, les deux générations d'enseignants, excusez-moi, et les multiples générations d'étudiants qui se sont succédés, c'est la foi que nous avons toujours eue dans l'appui sans faille de cette institution. De mémoire d'équipe,
et de mémoire d'archives, parce qu'avant les déménagements où nous avons dû détruire une grande partie de nos archives, nous avons pris le soin de les numériser et de les cataloguer, donc on a pu les reconsulter. De mémoire d'archives, Camões n'a jamais répondu non à aucune de nos demandes. Il a toujours répondu « on trouvera une solution » et la solution il l'a trouvée. Et ceci en temps de crise comme en temps de croissance. Et je dois préciser qu'en portugais, ce n'est pas l'un ou l'autre. Le temps de crise, c'est la constante, la croissance, c'est la variable. Le fait de se savoir appuyer nous a amenés à expérimenter, à nous développer, à nous transformer, à mesure que les pratiques de la discipline devenaient obsolètes. Je n'ose pas présenter aux anciens portugais ce qu'est devenu leur nouveau diplôme de licence. Mais je dirais que la confiance a été aussi dans les deux sens. L'Instituto Camões a décidé aussi de parier sur nous, d'investir sur l'énergie de nos équipes et sur le potentiel de notre université. Alors je reviens maintenant à l'historique. Donc des années 1970 à 2014, nous avons pu bénéficier de la présence d'un lecteur envoyé par l'Instituto et rémunéré conjointement par notre université et par l'Institut. Alors, je ne vais pas évidemment vous donner la liste de la dizaine de lecteurs qui se sont succédés, mais notre collègue Adriane Florent nous a fait un très beau PowerPoint de tous les lecteurs qui sont devenus très célèbres grâce à leur passage par l'Université de Provence. Et donc vous avez la liste devant vous. Un lecteur Camões n'est pas seulement un enseignant, n'était pas un lecteur donc années 70 et années 80, jusqu'aux années 90, ce n'était pas seulement un enseignant, c'était aussi un ambassadeur culturel qui, surtout dans des régions comme la nôtre, où la culture lusophone n'est pas visible a priori, avait une lourde mission de communication culturelle. Nous avons accueilli une dizaine de lecteurs recrutés par Camões et les premières générations de lecteurs, donc jusqu'aux années 2000, étaient en fait des enseignants chevronnés, c'est-à-dire des lecteurs qui tournaient dans le monde et qui arrivaient avec une très grande expérience, souvent des décennies d'expérience d'enseignement. On les appelait les enseignants tout-terrain parce qu'ils étaient capables à peu près de tout enseigner, ils n'avaient peur de rien. Et je dois citer parmi eux, on pourrait citer toute la liste, tous sont devenus des amis. Notre ami et regretté Philomène Rodrigues, que certainement tout le monde a connu, et qui a commencé sa carrière sous les bombes pendant la guerre d'indépendance en Guinée-Bissau. Alors autant vous dire qu'elle n'était pas impressionnable et surtout pas par un chef de département. En fait, ces lecteurs, c'était des moteurs. C'était des moteurs, ils organisaient, ils entreprenaient. Et cette génération de lecteurs a été remplacée à partir des années 2000. Il y a eu un changement de culture au sein de l'Instituto Camões et ces lecteurs ont été remplacés par des très jeunes universitaires, ce qui nous a permis il y a quelques années, parce que nous partagions le lectorat avec l'Université de Nice, et ce qui a permis à notre collègue Amanda Manguitu, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, et à Sara Lopes ici présente, d'accueillir justement Sara Lopes, je ne sais pas où est-ce qu'elle est assise, qui est notre dernière historique lectrice de portugais, qui est arrivée à 22 ans, 22 ou 23 je crois, toute petite. Alors là, nous sommes passés à une autre culture qui était celle où notre université et celle de Nice ont permis aux lecteurs de construire leur expérience d'enseignement, puisqu'ils n'en avaient pas. Et aussi, en contrepartie, notre université a bénéficié de leur investissement dans la recherche, puisqu'ils ont ensuite préparé et soutenu brillamment des doctorats. Alors, Sara Lopes a soutenu donc, en 2017 son doctorat en linguistique à l'UU et enseigne à l'université de Lisbonne. Je dois préciser que c'était le premier doctorat dans le département depuis 15 ans, mais je ne suis pas sur la date. Je me demande si c'est pas 20 ans, mais j'ai pas osé m'avancer, je n'étais pas très sûre. Alors, outre ce lecteur,
à partir de 2005, nous avons fait une proposition à l'Institut Camões, qu'il a accepté, d'étendre nos activités sur Marseille, parce que Marseille métropole nous intéressait évidemment en termes de développement. L'Institut Camões a accepté immédiatement, et de 2005 à 2017, nous avons bénéficié d'un boursier Fernandes Pinto, donc, qui nous a permis, qui a d'ailleurs été, donc, parmi les boursiers Fernandes Pinto présents, vous avez Sandra de Almeida, Sarah Lopes et Patricia Madeira, qui doit être aussi dans notre collègue Patricia Madeira. Alors, cela nous a permis de développer deux stratégies, parce que, évidemment, la présence d'enseignants nous permet d'expérimenter. La première a été l'expérience de l'enseignement à distance, le SAD, et la deuxième a été, comme je le disais, l'extension du portugais à l'ère marseillaise sur le campus de Saint-Charles. Alors ça, c'est devenu, c'était notre proposition au départ, et puis ensuite c'est devenu un des objectifs stratégiques de l'Institut Camões, qui souhaitait vraiment une implantation métropolitaine, régionale, pour que le portugais touche un public plus vaste, et en particulier un public interdisciplinaire, notamment dans le domaine des sciences. Et je dois préciser que l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas de lecteur Brésil, donc de lecteur d'ambassade Brésil ici, c'est parce que le Brésil est exactement dans la même position et il souhaiterait l'envoi de lecteurs, mais pour le domaine de la formation dans le domaine scientifique. Alors, l'enseignement à distance a bien fonctionné pendant une dizaine d'années dans le domaine de l'enseignement option, que nous appelons ici le LANSAD. Et nous avons atteint, entre les cours en présentiel et les cours à distance, nous avons dépassé les 300 inscrits sur pas mal d'années. L'extension à l'ère de Marseille de la licence, langues étrangères appliquées à l'économie et la licence classique en portugais, a doublé nos effectifs en première année de licence. Seule la première année de licence existait, mais ça a représenté un appel d'air de recrutement qui nous a permis de maintenir à flot ensuite nos licences aixoises. Alors, ça a été surtout pour nous, pour toute l'équipe, une formidable expérience humaine, car nous avons touché un public très différent du public aixois, différent socialement, différent culturellement. Alors, ce n'est pas le public qui s'est adapté à notre discipline, c'est notre discipline qui s'est adaptée au public. Nous avons affaire à un public largement, majoritairement maghrébin, donc nous avons repensé nos savoirs dans le lien entre les cultures lusophones et le monde musulman. Cela a été aussi instructif, aussi enrichissant pour nous que pour les étudiants. Et je dois avouer, enfin l'équipe est d'accord avec moi, que cela nous a permis de recruter certains de nos plus brillants étudiants, sans compter des profils professionnels qui ont beaucoup intéressé les entreprises. Alors, comme vous le voyez, nous aimons beaucoup le côté expérimentation dans notre équipe. Et à titre d'expérimentation, je cite aussi nos jeunes collègues qui ont pris l'initiative de travailler sur des méthodes d'enseignement de la langue bien adaptées à des publics cibles. Enfin, ils ont énormément travaillé là-dessus et ils continuent de travailler. Alors, la politique de restructuration d'AMU nous amène aujourd'hui à faire table rase de ces expériences passées dont je viens de vous parler, à partir de la rentrée 2018. Mais heureusement, on peut le regretter, mais heureusement, nous avions prévu le plan B et nous avions développé d'autres possibilités de développement, et comme elles étaient déjà en route, eh bien, nous les mettons en route à partir de la rentrée 2018. Alors, nous avons rebondi, nous avons pu rebondir, nous avons pu repenser notre formation aussi grâce à l'Institut et aujourd'hui grâce à la chaire Eduardo Lourenço. Car cette dernière est tournée vers la recherche et l'investissement dans les secteurs des patrimoines et tourisme de l'ère lusophone, et elle nous permet de valoriser l'expérimentation que nous menons depuis près de 12 ans dans la formation en licence avec une spécialisation dans le domaine des métiers du tourisme culturel et du tourisme d'affaires. Nous avons aussi mené une expérience pendant 6 ans, une expérience commune avec le département de langues asiatiques et le département d'études amito-sémitiques, dans le développement d'une spécialité intitulée Tourisme, langue et patrimoine. Alors là, on a eu un laboratoire d'expérimentation et grâce à l'appui de notre direction du FR,
Nous avons eu le plaisir de voir approuvé par le conseil, le CFVU, le conseil des études. Voilà. Nous avons le conseil a approuvé la création d'un master d'études lusophones. Cela faisait 25 ans qu'on n'avait plus de master d'études lusophones. Donc, et ce master d'études lusophones va être dédié, évidemment, outre les enseignements classique de portugais, va être dédié à l'ingénierie des parcours touristiques, à la traduction et à l'édition spécialisée en partenariat avec d'autres masters de notre université. Donc on part aussi sur une autre expérimentation qui est l'élargissement du champ de recrutement. Nous espérons passer au recrutement international et nous avons eu le plaisir de recevoir déjà cette année les 3 premiers étudiants sénégalais qui nous sont arrivés directement du département de portugais de l'université de Dakar, justement par le réseau Camões. Et nous espérons, par le réseau Camões aussi, pouvoir étendre cette expérience de recrutement et de formation. Alors, bon, ceci, je vous le résume rapidement, hein, ça paraît très simple, mais la négociation a pris quand même 4 ans pour aboutir à la création de la chaire, et elle a été rendue possible grâce, et je tiens vraiment nous tenons à saluer à la patience, au savoir-faire et à toute l'amitié d'Adelaide Cristóvão, qui a battu les records des déplacements Paris-Aix. Alors Adelaide a assuré, disons, la liaison avec notre doyen et avec le centre d'Aix, je dirais la partie administrative, et notre consul général, Monsieur Pedro Marinho, il ne veut pas que j'appelle docteur, donc je l'appellerai Pedro Marinho. Et notre consul général a pris le relais parce que c'est un domaine où il était infiniment meilleur que nous dans la négociation avec la présidence de l'université. Hein, et tous les deux ont réussi, on n'aurait jamais réussi sans vous. Donc nous ne pouvons que vous en être éternellement reconnaissants. Alors l'ouverture de la chaire est le résultat donc de tous ces efforts qui sont des efforts communs. Et je dois saluer ici, même si elle n'a pu trouver de vol à temps pour nous rejoindre aujourd'hui, Madame la vice-présidente Marie de Barbarin, qui a accéléré toutes les opérations, qui a réussi à tout négocier, y compris en étant au Japon. Enfin, ça a fait le tour du monde, hein, la négociation de la chaire, pour être dans les délais, mais nous avons, en fait, ça a réussi. Au final, ça a réussi. Et nous avons déjà les premiers résultats avec, donc, outre le doctorat de Salle, soutenu en linguistique, en 2017, la soutenance du doctorat de Patricia Madel sur patrimoine et tourisme, justement. Alors, je dois préciser, et là on voit aussi le lien et l'importance de la présence de l'Instituto, que Patricia est boursière Fernandes Pinto, et outre son doctorat, je signale aussi, et nous tenons vraiment à la remercier, qu'elle a coordonné de main de maître toute la logistique du colloque et l'inauguration de la chaire. Nous avons aussi une autre soutenance prévue pour 2018, celle de Madame Carlo Francis, je pense est dans la salle. Et donc nous espérons que ce sont les 3 premières et que justement nous inaugurons une nouvelle ère, justement, recherche, qui n'était pas présente depuis une vingtaine d'années hein, dans les activités du département. Et nous pouvons aussi parier sur la valorisation professionnelle des acquis de la recherche. Et nous ne commençons pas, nous ne sommes pas débutants, nous sommes déjà largement professionnalisés. Et l'axe 3 du colloque que nous organisons ces jours-ci, l'axe 3 qui aura lieu demain, prouve très largement déjà l'avancement des travaux dans ce domaine, puisque nous travaillerons sur la création du secteur du tourisme littéraire. Alors, parmi les grands défis d'avenir, mais ça je laisserai la parole peut-être à notre doyen qui aura peut-être plus d'informations que moi, il y a un rêve que nous avons tous depuis 30 ans, mais je pense que ce sera pour les prochaines générations, ce serait d'avoir une visibilité régionale avec la création d'un grand centre culturel sud-sud-est, puisque, à ma connaissance, au sud de Lyon, il n'y a pas de centre culturel d'études portugais, lusophone, et la visibilité, la communication sur nos disciplines est essentielle dans une discipline qui n'a pratiquement plus d'enseignement dans le secondaire. Et nous
le voyons, même s'ils ont un enseignement dans le secondaire, nous voyons le succès par exemple de l'italien par rapport au portugais, parce que l'italien a un centre d'études culturelles à Marseille et ça rayonne au niveau régional. Donc pour nous c'était très important et ça nous permettrait aussi de penser l'avenir de notre historique bibliothèque de portugais, qui est un peu notre serpent de mer. Nous avions une magnifique bibliothèque de 25 000 livres qui a été réduite de moitié en raison des déménagements et de livres offerts par la Fondation Gulbenkian, par l'Instituto Camões, par d'autres institutions, par des générations de professeurs et d'étudiants qui ont veillé, sans bibliothécaires, qui ont veillé à la survie de cette bibliothèque et surtout par le don de la bibliothèque diplomatique qui avait 150 ans, du consulat du Brésil à Marseille et qui nous a été légué lorsque le consulat a fermé. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais je pense que c'est à peu près l'ensemble de ce que le département souhaitait présenter à nos invités, à nos officiels et à l'Assemblée. Et je me permets de passer maintenant la parole à Monsieur le Doyen. Bom dia, bem-vindos à Universidade de Aix-Marseille. Je ne suis pas très doué pour les langues, j'en suis désolé, et je vais donc continuer en français avec le classique protocole. Donc, monsieur le professeur Eduardo Lourenço, désolé aussi pour la prononciation, monsieur le secrétaire d'État aux communautés portugaises, monsieur l'ambassadeur du Portugal en France, monsieur le consul du Portugal, messieurs les députés européens, monsieur le président de l'Institut Camões, madame l'adjointe au maire de la ville d'Aix. C'est un grand honneur que de vous accueillir dans nos nouveaux locaux, dans nos bâtiments, à la faculté de Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'Université d'Aix-Marseille. Je m'exprime donc au nom de doyen de cette faculté, également en excusant le président et madame la vice-présidente au conseil d'administration, Marie-Masquette Barbarin, qui ont effectivement beaucoup œuvré pour la mise en œuvre qui a été décrite et qui correspond à la réalité donc, de cette chaire qui a permis effectivement de répondre à un certain nombre d'attentes. Alors je félicite les organisateurs donc, de cette cérémonie et du colloque qui est donc, périphérique et qui, on pourrait dire, l'environnement scientifique de cette chaire, qui consacre effectivement un partenariat d'une cinquantaine d'années qui a été retracé par Ernestine. Alors l'objectif de cette chaire, c'est de promouvoir la langue et la culture portugaise au sein d'université, l'université d'Aix-Marseille. Le président n'étant pas là, je dirais ce qu'il dirait sur le fait que nous sommes dans la plus grande université du monde francophone, avec une labellisation, initiative d'excellence, et université dite de recherche intensive, avec donc un ensemble de laboratoires qui, au sein de notre faculté, ont été hébergés dans le bâtiment qui est en face. Donc, on a aussi participé à une dynamique et une synergie assez intéressante. Alors, s'agissant donc d'une chaire au sein de l'université et donc de l'aspect recherche, comme je viens de l'indiquer, l'environnement de ces 3 jours, avec le colloque patrimonialisé La mémoire diasporique, donc, qui est ouvert hier, montre donc ce dynamisme, la présence de plusieurs laboratoires, le CAER, l'IMAF, l'IRASIA, et j'en oublie sans doute, quand on commence une liste, c'est toujours redoutable, tout un ensemble de collègues de ces laboratoires et de départements sur le LIRU, les sciences de l'Antiquité, là aussi, donc, bien sûr, le département le plus lusophone, l'espagnol, l'italien, toutes ces langues romanes qui sont effectivement une richesse de notre université au niveau de la recherche,
avec donc un des mots-clés, un mot quotidien dans notre établissement qui est celui de l'interdisciplinarité et qui montre, grâce à des collègues, donc comme les collègues de ce département et laboratoire et ce dynamisme, donc qu'on peut faire coexister et développer, donc dans le sens d'une recherche fondamentale et des applications professionnelles, les langues, l'histoire de l'art, la gestion, tout un ensemble de thématiques donc, qui sont abordées au sein de ces laboratoires. La chaire, c'est également une promotion de la formation universitaire et Ernestine a donc rappelé au sein de notre université l'historique de cette formation. Il est vrai que le portugais a une situation qui est parfois délicate, ce qui fait partie de ce qu'on appelle la problématique des disciplines rarement enseignées ou les disciplines modibles, dans laquelle il y a un contraste entre le nombre de personnes au niveau de la planète qui parlent cette langue et l'attractivité de la langue auprès de nos étudiants, pour diverses raisons, peut-être une hégémonie de la langue anglaise, le fait que dans certaines aires culturelles, donc, c'est l'oblige, comme on dit parfois, est donc préféré aux langues des interlocuteurs. Donc cette formation au sein de l'université, elle va effectivement se poursuivre dans le prochain contrat, puisque nous avons tous les 5 ans à revoir notre copie, donc nous avons veillé à ce que la langue portugaise et la langue lusophone soient vraiment soutenues par une licence langue, littérature, civilisation étrangère et régionale, donc qui est pas ouverte vraiment partout en France, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Des langues étrangères appliquées en licence aussi, une participation au master, et effectivement un master d'études lusophones qui est, je crois, un cas pas unique, mais en tout cas assez rare au niveau de l'université. Donc c'est l'intérêt d'avoir une université de grande taille et de faculté également, de pouvoir soutenir effectivement des filières pour lesquelles d'autres établissements ne pourraient poursuivre. Et puis cette chaire, c'est également donc un ensemble d'éléments qui sont là aussi de notre quotidien et au regret des enseignants-chercheurs, qui sont les aspects administratifs, d'administration. Et cette chaire a effectivement marque l'évolution des partenariats entre l'Institut Camões et l'Université d'Aix-Marseille et a fait vraiment évoluer la question des lecteurs. Donc ces lecteurs qui sont donc des collègues qui viennent participer à la formation des enseignants, des étudiants, la formation mais également l'ouverture à la culture de ces pays. C'est une richesse pour notre faculté, il y a à peu près une trentaine de lecteurs et il est vrai qu'avec l'évolution de l'établissement, certes, passage de l'Université de Provence à Aix-Marseille Université, mais l'évolution plus générale, je crois, de la complexité administrative et de la rigueur qui est associée, le recrutement des lecteurs est chose de moins en moins facile. Et je crois que c'est là qu'il y a eu ce casse-tête pour arriver effectivement à avoir ce partenariat et l'arrivée de collègues portés par l'Institut et au-delà donc de ces collègues, vraiment cette valeur ajoutée. Donc il y a eu ces diverses propositions, ces divers schémas pour arriver finalement à l'idée d'une chaire, et on ne peut que s'en réjouir, et je crois que ça peut faire exemple, voire modèle pour d'autres relations internationales et d'autres langues, puisque nous avons à peu près 35 langues enseignées, dont certaines assez rares, dans notre faculté. Donc vraiment un grand merci pour cette initiative et ce schéma. Donc recherche, formation, administration, des éléments vraiment intéressants pour développer la langue portugaise, et tout cela grâce, comme vous l'avez remarqué dans la présentation précédente, grâce au dynamisme, à l'énergie et à la pugnacité donc, de l'équipe de nos collègues au sein du département de portugais. Avec, puisque tu indiquais qu'il y avait une adaptation au public, donc quand je t'écoutais, pour moi qui suis psychologue, je pensais vraiment au développement piagétien, c'est-à-dire quand il y a un obstacle, et bien ma foi c'est comme ça aussi que l'on progresse, donc soit ma foi on s'adapte au contexte, soit on adapte le contexte à ce que l'on pense. Et je crois que dans les deux cas, ça a été présent depuis que nous nous connaissons et depuis que je suis à ces fonctions de faculté,
et ça fait ses preuves. Donc on voit effectivement, alors parfois c'est vrai qu'il y a un côté, chacun est dans son rôle comme on dit, donc il y a toujours un côté parfois difficile dans la négociation. Mais en tout cas on voit qu'on arrive ainsi à aboutir et à développer des projets vraiment intéressants. Donc cette implication, comme tu l'as mentionné aussi, elle se traite au niveau du département, au niveau du laboratoire, mais également